Au cœur de la France, le Massif central. De nombreux cours d'eau y prennent leur source. Nous allons suivre le plus grand d'entre eux, la Dordogne. Elle serpente au fond de gorges sauvages et caracole au gré des barrages dans les plaines du Périgord. Nous découvrirons des grottes sculptées par les eaux, des lieux de pèlerinage placés sous la bonne étoile de la rivière, des aigles et des condors qui veillent sur des chemins séculaires. Notre périple commence au puits de Sancy, le point culminant du Massif central. De gorges étroites en grottes immenses, il nous mènera dans les vallées autrefois dominées par Sarlat et Rocamadour. Puis jusqu'à la bastide de Dôme, au pied de laquelle les eaux puissantes de la Dordogne coulent en direction de l'ouest. Les aiguilles rocheuses des monts d'Or en Auvergne sont souvent les vestiges de volcans éteints. C'est le cas du puits de Sancy qui surplombe la chaîne. La pluie s'infiltre dans la roche volcanique comme dans une éponge avant de se mélanger, filtrée et enrichie, aux eaux qui dévalent les gorges. Marie Orsini garde plus de 2000 brebis. Tous les matins, du printemps jusqu'à l'automne, elle les conduit sur le plateau. Alors là, en ce moment, les bêtes, elles sont parquées la nuit. Et du coup, je leur ouvre pour les emmener manger, quoi. Parce que le but, c'est qu'elles mangent toute la journée. Et du coup, ça dépend de pas mal de choses, du temps qu'il fait. S'il fait pas beau, tu peux sortir un peu plus tard parce que les brebis vont pas forcément s'arrêter de manger. S'il fait beau, tu peux sortir. Marie est bergère par passion. Lors de son apprentissage, elle a testé plusieurs régions de France avant de choisir les verts plateaux des Monts d'Or avec vue sur le puits de Sancy. Doucement, Bayou, doucement. Vite, c'est bon. C'est le contact avec les brebis. Déjà, je t'avais dit que j'aimais bien. Et que tu es là pour les faire manger, que du coup, tu les accompagnes en étant le plus discret possible, quoi. Ça, j'aime bien ce truc-là. Et puis, je te dis, le fait qu'on soit dans des grands espaces, ça, c'est hyper chouette, quoi. Des grands espaces et sur une grande durée, quoi. Que du coup, c'est des espaces que tu vois changer et que tu vois évoluer. Et voilà, et moi, ce que j'aime bien, c'est cette espèce de liberté que tu as, de te dire, tiens, aujourd'hui, je vais là, ou aujourd'hui, je vais là. Plus on s'éloigne de la civilisation, plus ce paysage de cratères recouverts d'herbes rases est impressionnant. Ici, c'est hyper varié entre là derrière, le plateau, le Sancy qui ressemble plus à presque à un truc alpin, et ça change quand même vachement de paysage. Donc ça, ça m'avait plu à l'automne dernier, c'est pour ça que j'étais revenue, quoi, faire la saison. Il y a des petites saunes, des petites rigoles et tout. Là, il y a un ancien buron, là, il y a une ruine. Et du coup, il y a la source du saut dessus, tu vois. Un peu logique, quoi. Ils étaient un peu intelligents à l'époque. Et donc, il y a des petites rigoles et tout, où elles peuvent trouver, quoi, ou du frais, ou de l'eau, quoi. Et pour les chiens aussi, c'est bien, quoi. Parce que les chiens, quand il fait chaud, c'est pareil, ils peinent, quoi. Donc pour ça, c'est pas mal. Du coup, c'est agréable de garder sur un truc vert. Et ça, j'aime bien découvrir petit à petit et puis connaître hyper bien après ton coin en y étant allé tous les jours ou régulièrement sur 4-5 mois, quoi. Ça, c'est chouette de découvrir comme ça un coin, je trouve. En y étant vraiment, quoi. Ouais, ça, j'aime bien. Et maintenant, je te dis, quand je vois des endroits trop beaux, je dis, ouais, putain, j'aimerais bien garder là, quoi. Ça, c'est chouette.
Depuis la ligne de crête des Monts d'Or, dans le prolongement des falaises et des bassins karstiques, on aperçoit dans la vallée en contrebas une première ville. Mont d'Or, c'est son nom, est réputé pour ses eaux thermales, un héritage du volcanisme. Véronique Genevoix et Jean-Marcel Morel, tous deux volcanologues, viennent faire des prélèvements un peu à l'écart de Mont d'Or, là où les falaises encadrent la vallée. Alors notre mission, c'est de cartographier, d'essayer de comprendre et de cartographier les grands types de sols sur l'Auvergne. Tu as des sols qui sont peu épais. Et bien ces sols, quand la pluie va tomber sur ces sols vont avoir une capacité à retenir l'eau moins importante que si on a des sols beaucoup plus épais. Si on a des grains qui sont grossiers, l'eau va circuler rapidement. Si on a des grains plus fins, eh bien cette eau va être stockée et circulera plus lentement. Et tout ça, ça peut avoir un effet, et ça a un effet sur la circulation de l'eau et l'eau qui va arriver à la Dordogne. Là, on aura un beau sol, là, regarde. Ok. Par contre, voilà. Passe-moi quelque chose pour y caler. Il est clair que pour circuler à travers ces roches-là, ces produits-là, l'eau met du temps. Et donc, une eau qui tombe aujourd'hui ne sera disponible à une source que dans un temps important. Ça peut être plusieurs années dans certains cas. Hein. Donc, il est clair que le sol, bien entendu, lui, ça va être une interface, comme tu disais, importante et qui va pouvoir tempérer à brève échéance. Par contre, le ruissellement, lui, enfin l'infiltration et la circulation de l'eau dans les roches va prendre beaucoup plus de temps. Commune Mont d'Or. 802-1. Tu veux des petites... Dans cet environnement, on s'aperçoit qu'on a des pentes importantes. Donc nous, on va essayer de comprendre quel type de sol on a sur ce matériau et sur des pentes importantes. C'est pour ça qu'on ne s'est pas mis au bas du versant. On essaie d'étudier ces conditions. On apprend ainsi à considérer le paysage sous un autre angle, celui d'un organisme, d'un écosystème complexe et interactif qui a accouché de la Dordogne. C'est en fait tous ces petits écoulements qui sont situés tout autour du cirque, ici, de la haute vallée de la Dordogne, qui vont alimenter petit à petit la rivière Dordogne pour faire ce qu'elle est. L'eau ne sort pas qu'à un seul endroit pour former la rivière Dordogne. C'est tous ces petits écoulements qui vont faire que la rivière grossit, et elle va finir par grossir grâce à tous ces affluents le long de son cours. On l'a vu, la Dordogne au départ, c'est des petits ruisselets. Ça en fait partie, c'est de l'alimentation de la Dordogne. Comme des notes sur une partition. Ici, ce sont les gouttes d'eau, les petits ruisseaux et les torrents qui composent une mélodie. Et cette Dordogne, elle fait partie du massif. Elle fait partie pleinement du massif volcanique. Tout change, même si ça ne change pas très vite, tout change. Et la Dordogne fait partie de ces changements parce qu'elle creuse le fond de la vallée. Et en creusant le fond de la vallée, elle déstabilise petit à petit les flancs. Et donc tout bouge. C'est un moteur, la Dordogne, également. Au creux de gorges encaissées qui s'étirent vers l'ouest, de plus en plus de petits cours d'eau se jettent dans la Dordogne. À une centaine de kilomètres de sa source, là-haut, sur les volcans, la rivière effleure le château de Val avant d'être rejointe par la Diège pour former un immense lac artificiel de 16 km de long. Quand le barrage de Marège, d'une hauteur de 90 mètres, a été construit au début des années 30, c'était le plus grand ouvrage de la région. Il est resté un monument d'ingénierie. Alors, je suis exploitant de l'usine, contremaître d'exploitation.
Et en fait, avec mon équipe, avec mes collègues, on participe à l'entretien des machines. On est en train de réparer les évacuateurs de crue. Donc il faut qu'on fasse une manœuvre pour que le personnel en place puisse accéder à la partie qu'ils vont réparer, des galets en fait. Donc c'est une opération, on va monter la vanne, la mettre en sécurité, la condamner, pour qu'ils puissent travailler dessus. Lors de la construction du barrage, des bétonnières se sont relayées sans discontinuer durant plusieurs mois pour injecter du ciment dans le mur et le rendre résistant à la pression de l'eau. Les turbines de la centrale convertissent la force motrice de l'eau en électricité. Sébastien Charles est responsable de l'entretien. Ce barrage, il regroupe beaucoup d'innovations, que ce soit au niveau des vannes de crue, que ce soit au niveau des machines. Il y a beaucoup d'innovations qui ont été faites sur ce barrage et de technologies nouvelles. Pour nous, c'est vraiment impressionnant parce qu'en fait, toute la partie mécanique des turbines reste la même depuis 80 ans. Il y a eu des améliorations au niveau électrique, mais tout ce qui est mécanique, en fait, on retrouve toutes les pièces d'origine, en fait. Et c'est celle-là qu'on essaye de maintenir en service. On vérifie que certaines pièces de la machine sont bien lubrifiées et pour une meilleure rotation. Et en fait, les températures nous permettent de voir s'il n'y a pas d'échauffement, point de contact, auquel cas il y aura un souci sur la machine. En fait, cette technologie, on se rend compte que nous, à la crête, là, sur le barrage, il n'y a que 3 mètres de béton d'épaisseur, alors qu'en bas, il y a 19 mètres. Et sinon, au niveau architectural, l'usine est vraiment quelque chose de particulier, parce qu'on voit ce qui a été fait à cette époque, c'est quelque chose de beau. Aujourd'hui, les usines, c'est des cubes, et on voit que tout ce qui a été fait, ça a été fait pour être utile, mais pour être beau aussi. Après avoir dépassé ce chapelet de barrage et produit du courant électrique, la Dordogne reprend son cours paisible en ample méandre vers la côte atlantique. Les vallées s'élargissent, les montagnes s'éloignent, permettant à la rivière de s'étaler et d'alimenter de nombreux bras secondaires et affluents. Tôt le matin, à Souillac, à plus de 300 km de ses sources, un observateur solitaire et attentif parcourt sa rivière. Guy Pustelnik dirige Épidore, l'établissement public territorial du bassin de la Dordogne, dont le rôle est d'agir pour une gestion durable de l'eau à l'échelle du bassin versant. La rivière est en effet beaucoup plus qu'une simple voie de navigation. Elle est devenue un refuge pour la faune et la flore de plusieurs départements et l'ensemble du bassin a été classé réserve de biosphère. Nous sommes ici dans le bras mort de la Couregude. C'est une zone anciennement où la Dordogne coulait autrefois, et la Dordogne, elle se déplace dans sa vallée, et donc elle a abandonné ce secteur-là. Et c'est devenu un secteur d'eau calme. On appelle ça un bras mort ou une couane chez nous. Le problème que nous avons eu avec ces zones-là, c'est que la rivière bouge beaucoup moins qu'autrefois, ce qui fait que ces secteurs-là, ils ont tendance maintenant à se fermer. Et donc là, nous avons derrière nous un bras mort que nous avons réouvert. C'est-à-dire, en gros, on l'a recreusé pour que la Dordogne puisse de nouveau accéder dans ce bras. Et donc maintenant, c'est de nouveau une zone de reproduction qui marche très bien.
chaque matin est différent. Là, on peut avoir du brouillard, on peut avoir un vol d'oiseaux, enfin tout change tout le temps. La Dordogne, elle n'est jamais 2 fois identique, le niveau n'est pas le même. Ce qui se passe, c'est jamais pareil. Les courants changent, donc on les écoute, on est obligé de regarder toujours, de lire l'eau pour passer au bon endroit. Non, ça change tout le temps. C'est assez magique. Moi, je m'en lâche pas depuis plus de 40 ans, je m'en lasse pas. Je me définirais plutôt comme une sorte de... pas de protecteur, d'animateur. Parce que c'est les gens qui protègent, c'est les populations qui s'occupent de leurs cours d'eau, et elles ont toujours besoin d'être encouragées, d'être conseillées, d'avoir quelqu'un qui leur dit « attention, là, ça ne va pas » ou « vous devriez éviter de faire ça ». Donc c'est ça, une vigie. Ça serait bien, le mot vigie, c'est pas mal. Le lit de la Dordogne s'est élargi, son débit s'est ralenti. La rivière borde des châteaux et des forteresses à flanc de falaise. Environ 340 km ont été parcourus depuis les Monts d'Or. C'est à partir d'ici que, plusieurs siècles durant, la Dordogne a joué un rôle primordial dans les échanges commerciaux. Le transport fluvial était plus sûr que le transport terrestre. Le commerce a prospéré grâce au débit toujours soutenu et constant de la rivière. Mais ce cours d'eau placide a aussi des secrets, et Guy veille sur eux. La Dordogne doit son régime régulier à un ensemble de nappes souterraines qui fournissent des apports en eau quand il ne pleut pas. Guy et 2 plongeurs partent inspecter un réservoir naturel caché derrière un vieux moulin. On va vers l'entrée de la grotte, d'accord. Moi je fais mes réglages, tout ça. Ensuite toi tu passes le premier à l'intérieur. Ok. Voilà. On te suit. L'idée c'est on te suit et puis tu fais le prélèvement quoi, de l'eau d'abord? Juste à l'entrée du tunnel, au-dessus. Ok. Là on est sur la roche encore. D'accord. Là on peut faire le prélèvement d'eau. Ok. Puis ensuite on fera le prélèvement de sédiments quand on sera au fond du... Au fond du puits? Au fond du puits. Ok, on fait ça alors, ça marche. Est-ce que le passage est mieux comme ça? On envoie... Moi, ce qui m'a toujours impressionné, c'est la puissance et la force de l'eau. Cette eau qui arrive ici, elle vient de beaucoup plus loin, elle a une histoire, et elle continue, elle passe par la terre, elle est filtrée aussi par le calcaire. On est en plein cœur de son environnement, et puis elle sort ici dans une vasque, et puis elle continue sa route dans une rivière pour se jeter un peu plus loin. Et c'est là où intervient effectivement Guy et son équipe. Leur mission consiste à récolter des sédiments, des galets ou des petits cailloux qui ont pu être charriés jusqu'ici depuis le Massif central. Eh bien, on trouve une rivière souterraine qui est à l'intérieur qui coule à l'intérieur du calcaire dans une sorte de grands tuyaux en calcaire sculptés par l'eau. Et c'est avec des tas de sculptures faites par l'eau sur la pierre, des aspérités, des lamelles qui sont régulièrement retirées, ce qui donne un paysage assez féerique. Ouais. C'est vraiment beau. L'eau est belle, cristalline.
c'est superbe. Alban Michon pratique la plongée extrême aux 4 coins du monde. Il est accompagné de son frère. Ah ouais, super. C'était super, ouais. Très belle plongée. Après, c'est une plongée où, dès qu'on va un peu palmer, on a du sédiment qui se décroche du plafond avec nos bulles d'air. Donc, il faut faire assez attention. Mais en tout cas, la plongée s'est très bien passée. Et puis Guy a eu les prélèvements qu'il voulait. Donc, c'était parfait. C'est cool, comme en fait, le fil, ça remonte. Ouais. Ah, tu penses que... Oui. Bon, on est des frères, mais ah oui, ça se voit pas. Ah ouais. Très sérieux. Ah oui, si on est une team, on peut le dire ou pas? On plonge assez souvent ensemble, ouais. On plonge souvent ensemble, mais en fait, ils plongent aussi beaucoup à l'étranger, parce qu'ils bossent sur un bateau océanographique. Donc, puis moi, je travaille aussi pas mal dans les sources, ou la plongée sous glace. Alban a grandi dans le bassin versant de la rivière. C'est leur passion pour l'écosystème de la Dordogne qui les a rapprochés, lui et Guy. En fait, ce qui nous plaît, je crois qu'avant tout, c'est les plongées d'ambiance, c'est les jeux de lumière, c'est les jeux de couleurs, c'est la roche aussi, la couleur de la roche, parce que suivant les plongées où on va dans le département, il y a plusieurs sites, la roche n'est pas de la même couleur, n'a pas forcément le même relief. Des fois, on a une roche très accidentée, des fois, on a une roche qui est très plate. Et puis, il y a aussi la clarté de l'eau, effectivement, qui joue énormément. Donc, c'est ce qui nous attire, vraiment cette ambiance, cette beauté de l'environnement. Et puis, on a toujours envie d'aller plus loin parce que la galerie, elle va à droite, elle monte, elle descend. Et ça nous attire, on a envie de découvrir ce qu'il y a derrière. Donc, c'est tout l'intérêt de la plongée souterraine. Au Moyen-Âge, les nombreux méandres de la Dordogne étaient souvent marécageux. Les terres surélevées accueillaient des monastères qui tiraient leur subsistance de la rivière, et de nombreux pèlerins suivaient le cours d'eau. Plus au sud, à une dizaine de kilomètres de la rivière, l'histoire de la Dordogne se poursuit sous la terre. Le gouffre de Padirac est le plus célèbre de ces vastes systèmes de galeries. Le site est étudié depuis la fin du XIXe siècle. À l'heure actuelle, plus de 40 km de réseaux souterrains ont été cartographiés. On va descendre en matériel pour les laver. Qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer par ça. Il faudra commencer d'enlever les caliboutis, les bouées à l'intérieur pour pouvoir les sortir. Et peut-être on va commencer à laver les caliboutis pour commencer. On est toujours impressionné. Il faut dire, l'été, on passe jusqu'à 8000 personnes par jour. Et quand on descend, des fois, mes collègues, avec Franck et Cédric, à tous les trois, c'est vraiment le calme complet ici et c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. C'est grandiose, c'est formidable. On va pas oublier de mettre pour les quilles, une fois comme ça, tous les boulons des planches. Le lac principal n'est accessible qu'en bateau. Jean-Paul Cancreau est le responsable scientifique de ce réseau de galeries. Il règne sur un royaume modelé par l'eau. Le gouffre de Padirac, avec les méandres et les affluents de sa rivière souterraine, attire les touristes depuis longtemps. Des passages étroits et bas s'ouvrent sur des salles immenses. Outre sa mission scientifique, Jean-Paul est aussi chargé de la sécurité des nombreux visiteurs. Ici, c'est comme ma deuxième maison, ici, il faut dire. Hein. Depuis 30 ans que j'y travaille. Et quand on fait un réseau électrique, eh bien, on essaie de ne pas dénaturaliser le secteur quand même. Hein. On va garder surtout l'aspect de la nature. Pour moi, c'est ce qui compte le plus. Déjà, cette rivière, elle est alimentée en amont que par des petites sources. Moi, j'habite à 10 km d'ici, entre Gramat et Saint-Céry.
nous avons une petite source qui vient se jeter dans cette rivière. Hein. C'est en amont, c'est alimenté que par des petites sources. Mais il ne faut pas oublier que cette rivière va se jeter dans la Dordogne, entre le village de Montbalan et de Martel. À la fontaine Saint-Georges, c'est à peu près à 11 km d'ici. À la fin des aménagements, là-bas, il ne faut pas oublier que nous avons 42 km de réseau découverts par les spéléologues à ce jour-là. Hein. C'est impressionnant quand même. Les piscines aux eaux peu profondes, ainsi que les parois, s'illuminent de reflets phosphorescents à l'entrée de l'immense salle du Grand Dôme. Les roches ont été polies et les stalactites sculptées par l'eau. La route s'élève quand même ici à 67 mètres, monsieur. D'après les anciens, on pourrait presque y rentrer la cathédrale de Notre-Dame de Paris à l'intérieur, par l'immensité. Et aussi, je vous invite à regarder le lac supérieur, parce que c'est une beauté. C'est rare de voir une stalagmite en forme de pile d'assiette. Si elle a cette forme, monsieur, c'est dû à la hauteur de la goutte. Quand la goutte d'eau tombe et s'éclate et répartit le calcaire sur une plus grande surface. En général, dans les autres grottes, elles sont en forme cierge, parce que la voûte est très basse. Là, ce n'est pas le cas. Je vous l'ai dit, la voûte s'élève quand même à 67 mètres. Oui, là-haut, Mathilde, je vais aller changer le projecteur qui se situe en dessus. Ça arrive hein, avec l'humidité, les ampoules se grillent, on est obligé de l'inspecter au maximum. Hein, tous les projecteurs qu'il y a au-dessus de ces rochers, pour que les gens soient contents de la visite quand même. C'est ce qui passe en premier. Hein. Se déplacer sur ces rochers lisses et toujours humides n'est pas sans risque. Jean-Paul le fait depuis 30 ans. Pour lui, le gouffre est un palais naturel dont il est à la fois le gardien et le chroniqueur. C'est, comment dire, c'est comme si vous allez dans une église, c'est pareil. Vous voyez, le calme, on peut se recueillir si on veut. Hein. Quand on descend avec mes collègues, Cédric et Franck, quand on va travailler dans la salle du Grand Dôme et quand on est sur la barque, vous l'avez remarqué, le calme qui peut régner là-dessous. Hein. Pour moi, ça vaut de l'eau. Nous poursuivons notre voyage le long de vieux sentiers de pèlerinage. À l'aube, les nappes de brume brouillent l'horizon. Le gouffre de Padirac et le village de Rocamadour, campés sur un à-pic, font tous deux partie du parc naturel régional des Causses du Quercy. Les pèlerins qui se rendaient à Rocamadour débarquaient à Souillac ou aux alentours. Une pénible ascension les attendait pour atteindre le petit village agrippé à la falaise et vénérer une des reliques les plus précieuses du Moyen-Âge, la Vierge Noire, conservée dans la chapelle Notre-Dame. Pour accéder à la chapelle, il fallait gravir les 233 marches de la Via Sancta. Pèlerins et pénitents les montaient à genoux. L'ordre des bénédictins mit en place des refuges pour héberger les fidèles exténués par l'ascension. Le gîte, situé en face de la chapelle, est géré par les sœurs Marie-France et Marie-Jeanne.
Il offre des chambres au confort simple et un petit déjeuner pris en commun. On les tourne parce que c'est très chaud et s'il y a de l'air qui reste, ça chasse l'air. Et après, on les remet debout quand c'est froid. C'est pour la conservation. Parce que quelquefois, on ferme de l'air à l'intérieur et après, ça moisit. Celles-là, c'est des prunes en partie données par des habitants de la région qui ont un surplus de production et qui donnent. Oui, parce que s'il fallait acheter les prunes, ça serait pas trop rentable de faire de la confiture. La pièce rouge, porte la pièce rouge. Chris, j'aime pas les deux. Dans la salle à manger? Oui, là-bas au fond, la pièce rouge. Voilà. Les sœurs gèrent le refuge comme un hôtel et tiennent un registre. Mais elles peuvent offrir une nuitée aux hôtes dans le besoin. Oui, bon, mais après, on verra. Voilà. Nous, on est chargé de comptabiliser tout ce qui rentre tous les jours. Oui. Et après, il y a une comptable qui fait le reste du travail. Mais on a une vie très simple. On n'est pas un hôtel X étoiles, on est... On se sent proche de Dieu, oui. Ne serait-ce que la beauté du site, c'est la création, c'est pas par hasard, quoi. Oui, puis il y a l'aspect religieux du sanctuaire. On est porté par tout ce qui s'y vit. Hein. Moi, j'y vais beaucoup. Et vraiment, tout est organisé pour que chacun puisse se ressourcer spirituellement. Vraiment. Après le petit déjeuner pris avec les pèlerins ou entre elles, les deux religieuses se rendent à la messe en la chapelle Notre-Dame. Tous les matins, tous les jours de l'année. Les pèlerins, ils ne sont pas forcément chrétiens, ils sont sans religion, quelquefois, tout simplement. Mais Rocamadour est quand même un endroit, bon, c'est très touristique. Les gens, même pas chrétiens, peuvent découvrir des choses, s'ils veulent. Il y a la possibilité de découvrir. À droite de la cité religieuse, mais toujours sur le même éperon rocheux, une volière à ciel ouvert destinée à recueillir des rapaces a été créée à la fin des années 70. C'est aujourd'hui l'une des plus grandes d'Europe. Son fondateur entendait sensibiliser le grand public à la protection des oiseaux. Il a engagé des soigneurs qui se sont peu à peu formés au métier de fauconnier. Il y a plusieurs chemins possibles pour y arriver. Bien sûr, il y a tout ce qui est ouvrage littéraire. Les livres sont importants, mais après, ça c'est pour la théorie. Pour la pratique, parce qu'il n'y a pas qu'une seule technique de fauconnerie. Il en existe des dizaines. Il y a plusieurs chemins possibles pour y arriver, mais avant tout, il faut être passionné et il faut travailler. Sarah Monteillé a la double casquette de soigneuse et de fauconnière. Avec Eric, elle s'occupe de l'élevage. Tous deux pèsent quotidiennement les oiseaux, le poids étant un indicateur de santé. Leur comportement, c'est vis-à-vis de nous. En fonction de la personne, ils ne vont pas se comporter pareil. Par exemple, moi, je m'en occupe tous les jours, donc lui, ça se passera très bien. Par exemple, pour un faucon, vous lui mettez un chaperon, donc il ne voit rien, donc il n'entend que votre voix. Donc déjà, au départ, il faut l'habituer à votre voix. Une fois qu'il a acquis votre voix comme quelque chose de sûr, enlevez le chaperon,
qui commence aussi à se faire à votre faciès. Et après il commence à regarder tout son environnement et après c'est dans la poche. Après il faut faire l'exercice, le travail. Le Rocher des Aigles accueille aujourd'hui des rapaces venus des 5 continents. Il s'est vite transformé en centre de soins. Les oiseaux blessés du monde entier trouvent ici une nouvelle demeure. Donc il me connaît depuis qu'il est tout petit. C'est moi qui ai fait les bases du dressage. Donc il me connaît depuis toujours celui-là. Pour ça par exemple c'est pareil. Moi je peux le faire avec lui, je peux le faire avec quasiment tous les vautours, ça ne pourra pas. C'est moi qui m'occupe des vautours et elle non. Ouais. J'ai un relationnel particulier avec eux. Au Moyen-Âge, la fauconnerie ainsi que la chasse avec des oiseaux de proie étaient des privilèges réservés aux seigneurs. Les oiseaux étaient dressés dès leur plus jeune âge. La volière et ses environs devenaient leur territoire. Tous les jours, on les lâche, ils partent voler dans le ciel et ils reviennent quand ils veulent, quand on les rappelle au cours du spectacle en général. Parce qu'un rapace, c'est un oiseau très territorial qui passe beaucoup de temps à défendre et protéger son territoire, qui reste d'ailleurs le même durant toute la durée de sa vie. Et comme tous nos oiseaux sont nés ici, le Rocher des Aigles, le parc et l'aire de vol, c'est leur territoire. Donc après une séance de haut vol, lorsqu'on les lâche, ils finissent toujours par redescendre sur leur territoire pour éventuellement pouvoir le défendre. Voir s'envoler les oiseaux est un véritable spectacle. Avec leur envergure de plus de 3 mètres, les condors utilisent les ascendances thermiques pour planer comme de petits avions. En poursuivant à vol d'aigle vers la Dordogne, on parvient, après une trentaine de kilomètres, au château de Fénelon. Cette imposante forteresse bâtie au XIIe siècle joua un rôle stratégique durant la guerre de 100 ans. La chapelle est le lieu le plus intime de la famille. Nous prenons du temps tous les jours pour venir prier. Nous prenons plaisir, bien entendu, à la fleurir, à l'entretenir. Alors, le château, c'est vrai qu'il défendait la frontière entre France et Angleterre. Frontière, comme on l'a vu, qui était située au niveau de la rivière en elle-même. Mais au-delà des conflits, cette vallée a toujours été un axe essentiel d'échange. Et un axe aussi important pour les idées, les idées qui suivaient les hommes, enfin que les hommes amenaient avec eux. Axe également spirituel, puisque nous sommes aussi dans un territoire de pèlerinage, avec notamment le plus célèbre qui est celui de Rocamadour, à quelques kilomètres du château. Jean-Julien Delautre est le fils de l'actuel châtelain. Le château de Fénelon a été le théâtre d'événements majeurs que les nouveaux seigneurs des lieux se sentent tenus de transmettre. Je dirais c'est en revanche notre privilège justement, c'est qu'on peut profiter du monument à tout moment de la journée et de l'année. Donc ça c'est notre privilège, ça je ne vais pas vous le cacher. Comme dit papa, on n'est pas, je pense pas qu'on est seigneur des lieux, on est dépositaire des lieux. Et c'est vrai qu'on prend du plaisir à faire partager finalement notre passion avec donc, les visiteurs qui viennent au château.
On a un rôle aussi quelque part, on a un rôle de transmission du patrimoine. Le patrimoine, c'est quelque chose qui est vivant. Déjà, il faut qu'il reste vivant. Donc ces monuments nécessitent des travaux de restauration continuels. C'est comme un vieux patient, un vieux malade, si vous me permettez l'expression. Là, c'est un soin qui s'effectue au quotidien. Et c'est aussi important de sensibiliser les gens sur cet aspect-là des choses. Le château est plus une mission et un devoir qu'un trophée qu'on exhibe fièrement. Il est impossible à chauffer et on ne peut pas y dormir en hiver. À elle seule, la restauration de la toiture est source de dépenses colossales. Le père et le fils lui vouent un amour fou. Pourquoi ont-ils endossé cette responsabilité? C'est une longue histoire en fin de compte, parce que d'abord ce n'est pas un château que nous avons eu d'héritage. Donc quand on reçoit un château en héritage, pour certaines familles c'est un devoir de continuer, de le transmettre, etc. C'est presque une obligation. Nous n'avons pas cette obligation, finalement, puisque ça fait 30 ans que nous sommes ici. Donc j'ai un petit peu l'obligation, si par rapport à mes enfants, si vraiment ils veulent continuer l'aventure. Si la famille a acheté ce château, c'est aussi par amour, par affection, mais par un grand amour. Il faut aimer le château. Si vous ne l'aimez pas, c'est sûr, ça va mal se passer. Vous allez vous fatiguer, vous allez être usé. Vous n'aurez qu'une envie, c'est de partir, faire les valises et partir. Bon, jusque-là, c'est pas encore trop le cas. Le château, la Dordogne à ses pieds et la guerre de 100 ans. Un patrimoine fondateur des mythes de l'histoire et des traditions françaises. La Dordogne a joué un rôle souvent bénéfique pour ses riverains. Elle a assuré leur subsistance, facilité leur circulation. C'est sans doute pour toutes ces raisons qu'elle est surnommée la rivière de l'espoir. Seulement 20 km séparent le château de Fénelon de la bastide de Dôme. De là, s'étend une vue spectaculaire sur l'artère vitale du Périgord, la Dordogne, qui suit inlassablement son cours en direction de l'Atlantique.